Et quelque chose qui m'étonne, c'est qu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article du 16 août de Bleacher Report avec déjà qui, qui sait qui a son poste en danger avant même que la saison ne commence. Et bien notre ami Matt Eberflus, vous me croirez ou vous me croirez pas, mais il y apparaît pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel podcast débat de deuxième partie de semaine, qui va être consacré aujourd'hui aux entraîneurs sur la sellette. Il y a tout juste un an, lors de la saison 2022, cette 5e semaine de compétition qui vient de s'achever avait scellé le sort de Matt Rhule sur le banc des Panthers de Carolina. Il avait été remercié à la suite de la 5e semaine. Quelques semaines plus tard, Frank Reich avait suivi, c'était après la semaine 9. En 2023, pour l'instant, aucun coach n'a été remercié, mais certains commencent à sentir le souffle du licenciement s'immiscer dans leur nuque, si j'ose dire. Équipe en difficulté, manque de cohésion entre le coach et les joueurs, volonté de nouveau départ. Bref, les raisons sont nombreuses pour vouloir se séparer d'un coach pendant la saison. Mais est-ce vraiment la bonne solution ? Quels entraîneurs pourront être renvoyés prochainement? C'est à cette question et à ces questions que vont tenter de répondre nos deux participants, les deux participants du mercredi, en commençant par Arthur. Salut Arthur, comment ça va ? Salut Flap, salut tout le monde. Et bah aujourd'hui, mercredi, je me retrouve avec vous deux, donc tout va bien. Voilà. Alors, je précise qu'on enregistre le mercredi, mais c'est diffusé à partir de jeudi. Hein, donc, c'est les joies du pas direct. Et mon Seb, comment ça va, Seb ? Bonsoir Flav, bonsoir Arthur, bonsoir à toutes, à tous et à toutes ceux, et bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Eh ben écoute, ça va, moi une fois de plus j'ai passé un bon week-end, et puis là on va se faire une petite soirée médiocrité, hein, on Ouais, va c'est ça. appeler ça comme ça. Moi ça va me changer personnellement, tu vois. C'est ça. On a fait les Bears la semaine dernière. Bon, là, on va reparler des Bears. Hein, c'est pas de surprise. Hein, Oui, 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 on va en reparler. Oh c'est là un oui, peu, c'est un peu notre fil rouge de toute la saison. c'est le gimmick Euh, de la saison. c'est ça. On les adore, les Bears. Et puis, on leur a porté chance mercredi dernier. Donc, Ah pourquoi ouais. pas, après tout. Continuons quand même ça. Alors, pour construire ce podcast sur les coachs en danger, on s'est appuyé sur un article et sur les cotations américaines des coachs qui seraient virés en premier. La question posée pour les paris sportifs, c'est quel coach NFL sera renvoyé le premier. Et donc, il existe des cotes. On a pris les 5 premiers pour en débattre. Et ensuite, chacun des deux participants, Seb et Arthur, donneront des noms supplémentaires qu'ils pensent pouvoir être renvoyés en cours de saison. On est bien d'accord, les amis, c'est bien ça? On est bien sur le Ça même... va. C'est tout à fait ça. Et le premier, celui qui a 22,2% de chance d'être le premier coach viré, eh ben, nous revoilà chez les Bears. C'est Matt Eberflus, le coach des Bears, qui est donc arrivé du côté de Chicago en début de saison dernière, en 2022. Il a un bilan absolument splendide pour l'instant, 22 matchs, 4 victoires, 18 défaites, un taux de victoire donc de 0,182. C'est brillant. La première question, Arthur, c'est finalement, est-ce que ce podcast n'aurait pas été différent dans le sens où si les Bears avaient perdu contre les Commanders, est-ce que Matt Eberflus aurait pas été déjà le premier coach viré cette saison? Ça aurait pu être très possible, effectivement. Bon, là, ça aurait été plutôt un message d'adieu à Matt Eberflus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en tant que head coach de Chicago, c'est lamentable. On- Peut-être malgré des performances de Justin Fields que je trouve en hausse, la défense, elle est nulle. À Chicago, sachant que c'est un head coach plutôt tourné vers la défense. Donc c'est vraiment, mais il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'était l'ancien coordinateur défensif des Colts d'Indianapolis, notamment avant d'arriver chez les Bears de Chicago. Seb, un peu la même question. Est-ce que finalement DJ Moore et ses 230 yards et 3 touchdowns lui ont sauvé la mise à notre bon Matt Eberflus?
C'est possible. Après, il faut pas. Il y a un fait qu'on a l'air de mettre un petit peu de côté, c'est que historiquement, les Bears n'ont jamais licencié un entraîneur en cours de saison. Alors, est-ce que Matt Eberflus sera celui qui brisera cette tradition? Ouais, il faut reconnaître qu'il a sans doute sauvé sa tête, oui, le week-end dernier, avec, comme tu disais, DJ Moore qui enfin a été utilisé à bon escient et qui a fait ce qu'on attend. Alors, je dis pas qu'on attend de lui des matchs à 200 yards chaque semaine, mais on attendait de lui qu'il produise ou du moins qu'il soit utilisé pour produire. Ça y est, enfin, c'est arrivé. Mais c'est difficile d'imaginer un scénario dans lequel ce coach qui a quand même cumulé 14 défaites de suite, hein, faut pas oublier que le week-end dernier, il brise une série et quelle série? Je vois pas dans quel scénario il change, il sauve sa tête. En plus, leur Alan Williams, le defensive coordinator qui quitte son poste pour alors on sait pas trop pour raisons personnelles. Ailleurs, j'ai lu pour inappropriate behavior. On ne sait pas ce que c'est. Donc Bilan et Berfus, ils se retrouvent à appeler les jeux défensifs. Et là, la rumeur qu'on c'est même plus qu'une rumeur, c'est avéré, puisque ESPN s'en faisait l'écho. Ils recherchent un senior defensive analyst pour justement pallier au départ d'Alan Williams. Alors, on parle beaucoup de Rod Marinelli, l'ancien defensive coordinateur des Cowboys. Marinelli, il a 74 ans. Apparemment, il est à la retraite et il est très heureux d'y être, mais son nom revient avec un petit peu trop d'insistance pour qu'il n'y ait pas un petit quelque chose qui se passe. Après, comme l'a dit Arthur, oui, la défense, elle est 29e en termes de yards encaissés, 31e contre la passe, 12e contre la course. L'attaque, c'est pas mieux, hein. 20e attaque aérienne, 23e attaque au sol, 115 points marqués seulement en 5 matchs. C'est très médiocre. Et quelque chose qui m'étonne, c'est qu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article du 16 août de Bleacher Report avec déjà qui sait qui a son poste en danger avant même que la saison ne commence. Et bien notre ami Matt Eberflus, vous me croirez ou vous me croirez pas, mais il y apparaît pas. Ah bah, comme quoi. Et ça c'est pour moi ça a été un petit peu un scoop. Oui, parce que vu la saison dernière, effectivement, c'est un scoop. C'est déjà Alors, pas brillant, hein. après, il y a une question qui se pose. Est-ce que les Bears, ils devraient pas arrêter avec les entraîneurs qui s'appellent Matt? Parce que bon, entre Matt Nagy et Matt Eberflus, si le prochain c'est Matt Canada, on rigole, hein. Ah, on va rigoler. Et je pense qu'il y en a deux autres qui devraient s'inquiéter aussi du côté de Chicago. C'est le coordinateur offensif Luke Getsy, parce qu'on dit la défense est nulle, mais excusez-moi, l'attaque, ça vaut pas mieux. Et puis le général manager, Ryan Pauls, qui même à mon avis va essayer de jeter un des deux sous le bus pour essayer de sauver un peu plus son job. Parce que je pense que on parle rarement de ça, mais très souvent quand tu as un head coach qui saute comme ça dans des situations qui sont vraiment d'une médiocrité abyssale, le general manager, il a aussi sa part de responsabilité, hein. Faut pas oublier que c'est lui qui s'occupe du recrutement, et il tarde pas à sauter non plus en général, hein. C'est pour ça que dans certaines franchises, parfois, je pense notamment à la récente prolongation de Kyle Shanahan du côté des 49ers, il y a eu aussi le general manager qui est lié. En fait, les deux contrats étaient liés. Exactement. D'ailleurs, ils ont été embauchés ensemble aussi. Ils ont été embauchés ensemble aussi, ils ont construit cette franchise-là aussi. C'est pas le premier couple, hein, Ah coach, non, 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 general non. manager qui construit une franchise. Mais c'est tellement intrinsèquement lié. Et puis à côté, tu as aussi des coachs qui sont general manager de fait, un en particulier sur lequel on va revenir sans tarder, hein. Il y en a un qui me vient à l'esprit en particulier. Mais non, c'est un binôme qui est particulièrement lié, hein, dans ce monde-là. Question, Arthur, pour finir sur Matt Eberflus, est-ce que tu le vois finir la saison à Chicago ou est-ce que finalement il a juste gagné un petit sursis la semaine dernière? Je pense que en fait, il va y avoir un facteur qui va déterminer s'il reste ou pas, ça va être Justin Fields. S'il commence à bien performer comme on attend de lui, peut-être que ça va cacher les autres lacunes aux yeux des supérieurs, mais s'il continue comme il a commencé la saison, je ne le vois pas finir. Seb, toi tu le vois finir?
Allez, moi je suis un vieux râleur, je reste du côté de la tradition. Je pense que les Bears ils vont manger leur pain noir jusqu'à la fin de la saison et que Eberflus il dégagera à ce moment-là. Si, à moins bien sûr qu'il se passe quelque chose. Hein, je pense que s'ils finissent 7-9, il sauve sa tête, hein, le monsieur. Va en falloir quand même, hein, pour finir cette. Attends, j'ai pas dit que c'était fait. Hein. Attends, on n'est pas là. Hein. Non, on n'est pas là, non. On rappelle que les Bears de Chicago, comme on l'a dit la semaine dernière, mais enfin, il faut toujours le rappeler pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, c'est un tort, mais tout de même, on va le rappeler. Ils auront le choix de draft, leur en premier tour, mais aussi celui des Carolina Panthers, qui risque d'être un tour de draft assez intéressant lors de la saison 2024, eu égard au fait que les Panthers n'ont toujours pas gagné un match depuis le début de l'année. Ah bah là, ils ont le premier et le deuxième choix. Hein, pour l'instant, ils ont le premier et le deuxième choix. Oui, si on s'arrête maintenant. On a posé, notre très cher boss, Charles, a posé sur Instagram le sujet du jour avec la possibilité pour vous de donner vos questions sur les réseaux sociaux. Et ils nous ont été transmises, ces questions, donc on va y répondre pendant toute l'émission. La première question qui nous a été posée, c'est sur le deuxième coach dont on va parler, celui qui a 20% de chance d'être le premier à être envoyé, c'est Bill Belichick, avec une question très simple qui nous a été posée sur Instagram, Arthur. Est-ce que la fin de l'ère Bill Belichick a sonné du côté des Patriots? Très probablement. Après 23 ans dans la franchise, là, il n'y a plus rien qui va. Il détient désormais son plus mauvais taux de. Enfin, il a le plus de défaites d'affilée dans toute sa carrière en ce moment, actuellement. C'est encore en cours. Et c'est les pires en plus au niveau de l'écart. Comment? Au niveau de l'écart de points, en plus, c'est dans les pires défaites de sa carrière. Ah oui, ça fait très mal pour un type comme Bill Belichick. En plus, il n'y a rien qui l'aide actuellement. Le quarterback Mac Jones, on ne sait pas s'il est vraiment typé pour quarterback de NFL. Et en plus, défensivement, ils subissent des blessures comme celle de Christian Gonzalez, leur 17e choix de draft, enfin le pick 17, premier choix au premier tour, qui a été blessé. Oui, effectivement. Une question, Seb, est-ce que tu vois les Patriots se diriger vers le renvoi en cours de saison de Bill Belichick, ou est-ce que pour les services rendus à la patrie, tu les vois plutôt se diriger vers un gentleman agreement où on va dire bon bah on finit la saison et puis on le remplacera à la fin de la saison calmement, si j'ose dire, sans le débarquer en plein milieu de saison après quasiment 24 ans dans la franchise? Ce serait la moindre des choses pour commencer, ce serait aussi à l'image de la franchise de New England, qui a tout de même une façon de fonctionner qui est dans l'ensemble assez feutrée et assez high class. Donc ça ne m'étonnerait pas que Belichick finisse la saison, même si je doute que ça aille en s'améliorant, parce que là j'ai le nez sur les chiffres. Bon sang, ce club a marqué 55 points en 5 matchs, messieurs. Je vous laisse faire le calcul, c'est terrible. Je crois qu'ils ont marqué 3 points, 3 points sur matchs, les 2 derniers matchs. sur les deux derniers matchs. Ils sortent de 2 raclées monumentales contre Dallas, puis contre la Nouvelle-Orléans. Alors, bien sûr, il y a des choses il y a la défense qui est décimée par les blessures. Christian Gonzalez, comme vient de le dire Arthur, Matt Judon et Ray Flowers, les defensive ends, tous les deux qui sont pareils à l'hôpital. Mais faut quand même reconnaître certaines choses. C'est que d'abord, il faut rappeler que dans cette franchise, le general manager, c'est également Bill Belichick. Vous prenez la fiche du front office, du sports office plutôt des Patriots, vous verrez que head coach est de facto general manager, c'est Bill Belichick. Il a un offensive coordinator, c'est Bill O'Brien. Il a un other notable assistant, Joe Judge, offensive assistant. Et c'est tout. Donc ça veut dire que la construction de cette équipe autour de Mac Jones, ou plutôt la non-construction de cette équipe autour de Mac Jones, c'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Parce que ça n'a pas drafté pour entourer Mac Jones. Hein. Il est quand même pas
très très bien accompagné, même si Bill O'Brien, on le sent, il essaie de tirer le meilleur. Ben là, depuis 2 matchs, je suis désolé, mais ça régresse. La saison dernière, nommer quelqu'un comme Matt Patricia, qui est un spécialiste de la défense, en tant qu'offensive coordinateur, ça a torpillé la saison de 2022, et j'ai l'impression qui s'en sont pas vraiment remis, nos amis des Patriots. Donc pour Belichick, là, c'est un double échec en tant que coach et en tant que general manager. Et il y a un autre chiffre qui fait peur, c'est que les Pats ont déjà été pénalisés 29 fois en 5 matchs, et pour eux, c'est considérable, alors que c'était un club qui était connu pour sa discipline d'acier. Genre, ça faisait très très peu de pénalités, les Pats. Alors, on va pas revenir sur le départ de Tom Brady il y a 3 ans, mais sans aucun doute, ça a fait mal. Et il y a aussi sans doute la preuve que rien n'avait vraiment été préparé pour sa succession. Je pense que Belichick, il doit partir, mais ça se fera pas avant la fin de la saison. Ouais, c'est vrai que ça semble, enfin ça paraît quand même assez improbable de se dire qu'il va quitter comme ça au milieu de la saison les Patriots. Et puis c'est toujours le même problème, c'est pour mettre qui aussi, parce qu'il y a, Ouais. il y a aussi- Parce qu'il y a personne, c'est il y a tellement pas un de champ de coaching ruines staff. à côté. Bah voilà, c'est tellement un C'est champ un de ruines champ à de ruines, côté. et puis Belichick, c'est un Obergruppenführer, hein. Il y a pas de, à part Bill O'Brien, il n'y a pas vraiment d'autres coachs, et je pense pas que Bill O'Brien ait envie ou les capacités d'être head coach, hein. Je n'en suis pas sûr. C'est un excellent coordinateur offensif, même si bon, on le voit pas trop cette année, hein, mais je pense pas qu'il ait les capacités pour être head coach, hein. Et la décision d'ailleurs est tombée encore aujourd'hui de laisser Matt Jones pour la 6e semaine de compétition. Bill Belichick a dit en conférence de presse qu'il fallait un nouveau départ pour cette attaque. Le journaliste lui a dit est-ce que ça signifie que vous changez de quarterback? Il a dit ah non, absolument pas, nous ne ferons pas de changement, ce sera juste se recentrer sur les fondamentaux et continuer à avancer. Voilà. Et ben les fans des Patriots, Oh. bon courage. Pareil, Mac Jones, à mon avis, Mac Jones aux Pats, ce sera la fin en même temps que Belichick. Ah oui, je pense que ça va partir ensemble. Et le Moi, je prochain pense que le match, destin des deux est lié, ouais. le prochain match, c'est contre les Raiders ce week-end des Patriots. Donc, sans vouloir porter offense aux Raiders qui ont un meilleur bilan que les Pats, c'était un match qui pouvait, sur la feuille de route, être potentiellement plus accessible que les Cowboys il y a 2 semaines. Voilà. Ouais, mais ils sont dans un tel état, les Pats, mais que voilà. même Mais ça, je sais même pas il si n'y ça aura leur pas de portait, quoi. changement. Il n'y aura pas de changement dans l'attaque, et ce sera donc Matt Jones qui va conduire l'attaque des Patriots pour la 6e semaine. Et ça, c'est une décision de Bill Belichick. Pour le coup, là, on va pas mettre quelqu'un d'autre dans la décision. C'est la sienne pleine et entière. Troisième coach, et c'est peut-être plus surprenant dans la cotation de nos amis bookmakers. Alors, il est un rang en dessous de Bill Belichick et 2 crans en dessous de Matt Eberflus, hein, si j'ose dire, au niveau de la cotation. Mais tout de même, le troisième choix, tu vas me dire si ça te surprend, toi, Arthur, c'est Brandon Staley, le coach des Chargers de Los Angeles, qui est donc, pourtant malgré un bilan qui est pas catastrophique, qui est là, et j'ai l'impression qu'il est là depuis très longtemps, puisque je me rappelle l'an dernier, on avait fait un podcast avec notre ami avec Emilien de Chargers France, s'il nous écoute, on le salue, et qui nous avait dit qu'il en pouvait déjà plus de Brandon Staley. Alors est-ce que finalement il paye pas lui toutes ces saisons, enfin les saisons qu'il a déjà passées chez les Chargers, plus que son bilan de ce début d'année? Bah alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant de le voir sur la liste, mais d'un côté, j'aurais quand même envie de dire que c'est compréhensible de le voir sur la liste, mais le voir partir en pleine saison, c'est quand même, je pense, très dur envers lui. Parce que bon, certes, l'équipe, elle n'est pas au top de sa forme, des Chargers. Et étant donné j'ai envie de dire, la qualité de l'effectif, que ce soit offensivement ou défensivement, on se demande si c'est pas un petit peu du potentiel gâché avec Staley chez les Chargers. Et sachant on a vu la saison dernière en playoffs ce que ça avait donné, les Chargers, bah, c'est pas grand-chose. Il est sur un bilan de 21 victoires, 17 défaites, 38 matchs joués depuis qu'il est arrivé chez les Chargers. C'est son premier poste de head coach.
à Brandon Staley. Il a souvent ce côté, ce qui lui est reproché souvent par les fans des Chargers, c'est ce côté un peu trop conservateur, ce côté un peu trop frileux, si j'ose dire, dans certains appels de jeu. Est-ce que, comme le disait Arthur, il paye le fait de peut-être gâcher le potentiel d'une équipe qui pourrait jouer bien plus haut? Et complètement. Il a un gros problème de game management, cet homme-là. Là, ils ont failli laisser échapper une avance de 24-7 à la mi-temps contre des Raiders, contre les Raiders de Las Vegas, alors qu'ils startaient Aiden O'Connell Oui. et que Davante Adams jouait blessé. Je veux dire, tu peux pas faire plus grand ouvert comme route, et ils ont failli se croûter quand même. C'est pas passé loin. Et alors, auparavant, ils pouvaient faire passer ce type de loupé de game management sur son offensive coordinateur Joe Lombardi, mais Joe Lombardi, il est plus là, donc on sait très bien qui appelle les jeux. Non, il a un très gros problème de game management, et ça ne devrait pas arriver avec l'effectif qu'il a. Et il était déjà dans la liste des coachs potentiels, enfin qui étaient sur un siège éjectable en le début de la saison. Et là, je viens de retrouver un article, enfin une citation de Caleb Nguyen de sportsillustrated.com qui disait Staley, c'est un très mauvais coach avec un excellent roster. Ils ont payé leur quarterback et s'ils ne gagnent pas maintenant, Justin Herbert, il va pas rajeunir. Et que si Jerry Jones, il ajoute, si Jerry Jones avait Justin Herbert, ce coach-là, il se serait fait virer il y a 2 ans. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. Et c'est incroyable qu'avec un roster pareil, ça devrait rouler. Je veux dire, Justin Herbert, on en pense ce qu'on veut, mais je pense que c'est un des meilleurs de sa génération à son poste. Et il devrait déjà accumuler les victoires et commencer à déglinguer des records. Et non, c'est pas le cas. Alors, je veux bien croire qu'ils ont un problème de défense, parce que la défense, ça joue pas bien, hein. C'est le 31e, ils ont déjà concédé 1616 yards. La défense, elle pique les yeux. Le seul qui s'en sort vraiment, c'est Khalil Mack, parce que c'est Khalil Mack, et qu'il est déjà à 6 sacs, 14 plaquages solo et 6 hits. Ouais, mais il y a un gros problème en défense. C'est 6 sacs qu'il les a fait dans le même match, non? C'est 6 sacs dans le même match, mais ça fait une belle ligne de Oui, stats. bien sûr. Non, mais évidemment, mais ça n'enlève rien. Et idem, voilà. Et idem, il n'est pas très aidé non plus de son côté. Donc, mais on peut des équipes qui ont une très très grosse attaque et une défense médiocre. On en a déjà vu. Il y en a même qui ont gagné des championnats, hein. Ça existe. C'est pas une incongruité. Mais là, le problème, c'est que l'attaque, alors que ça marque des points, n'arrive pas à absorber les lacunes de la défense. Et c'est un très gros problème avec un tel effectif. Pour toi, c'est l'année de la dernière chance? Ah bah ça y ressemble. Et c'est paradoxal parce que son bilan cette année, il est pas, je veux dire, c'est pas honteux. Ils sont 2-2, ils sont à la 2e place de leur poule. D'accord, ils sont à 2 victoires de Kansas City. Oui, mais bon, Mais ils t'as sont Kansas City dans dans la la poule des Chiefs. Ils sont dans la poule des Chiefs, donc ouais, c'est compliqué de jouer les premiers rôles quand tu es dans la poule des Chiefs. Mais sinon, Las Vegas, ils grattent le fond du baril. Denver, n'en parlons même pas. Pour la 2e place, il devrait avoir le boulevard grand ouvert. Eh ben non, peut-être pas, parce que finalement, on verra ce qui se passe ce week-end, mais là, vu que les Raiders ont joué, ont une semaine courte, il y a qu'une défaite d'écart entre les deux clubs. Oui, et les Raiders qui, on le rappelle, vont jouer contre les Patriots, on en a parlé tout à l'heure. Contre les Patriots, c'est pas improbable que voilà. Les Raiders s'imposent, c'est pas complètement impossible. En tout cas, Brandon Staley qui fait partie j'ai envie de dire d'un trio, d'un tiercé, dirons-nous chez nos amis fans de Canasson. Il est dans un tiercé d'entraîneurs qui sont exactement à la même cotation, dans lequel on retrouve donc Brandon Staley et dans lequel on retrouve aussi Mike Vrabel, le head coach des Tennessee Titans. Alors Mike Vrabel, je vais donner ses stats sur toute sa carrière à Tennessee. Il est là depuis 2018. 87 matchs, 50 victoires, 37 défaites en saison régulière. Il a, sur les 4 premières années, tout le temps un bilan positif. La saison dernière, il est tombé à 7-10. Cette année, il est à 2-3. Est-ce que, Arthur, Mike Vrabel est sur le déclin? Ça commence à être compliqué. Depuis
la 12e semaine de saison régulière de la saison dernière, c'est la catastrophe pour les Titans. Ils sont sur un bilan, donc depuis donc la 12e semaine, c'est-à-dire le 27 novembre d'il y a un an, sur un bilan de 2 victoires pour 10 défaites. C'est quand même très compliqué. Et en plus, cette année, ils sont pas vraiment irréprochables. Certes, ils accrochent les Saints de 1 point, mais ils se prennent quand même 27-3 par les Browns. Donc, il y a réellement quelque chose qui ne va pas. Et en plus, Mike Vrabel, il prend encore des décisions qui sont plus que douteuses. Parce que du coup, Tennessee se rendra à Londres ce week-end pour affronter les Ravens. Et il a décidé que lui et son équipe allaient y aller que vendredi pour préparer le match de dimanche, ce qui peut paraître quand même compliqué pour s'habituer au décalage horaire, etc., etc. Alors que les Ravens ont décidé de passer toute la semaine à Londres pour donner toute l'info, pour donner l'info au complet. Oui, Ils sont arrivés, je crois, mardi, si je dis pas de bêtises, du côté de Londres. Seb nous parlait c'était toi, Seb, qui nous parlait des décalages horaires lundi, qui nous disait que On l'a je sais pas si évoqué, c'était ouais, on toi l'a ou évoqué, Yaya mais qui ça va disait, être. C'est Yannick qui l'a évoqué. voilà, qui disait qu'il fallait un jour pour 1 heure de décalage horaire à peu près d'acclimatation. Donc, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et les 2 victoires des Titans cette saison, c'est donc 27-24 après prolongation contre les Chargers et 27-3 contre les Bengals. À croire qu'il faut qu'ils marquent 27 points pour remporter un match. Donc, il suffit de mettre 27 points. Mon Seb, est-ce que Mike Vrabel, ça sent la fin, sachant qu'on a quand même normalement la fin de l'ère, enfin la fin du contrat Tannehill en tout cas à la fin de la saison, la fin du contrat de Derrick Henry à la fin de la saison, ça a quand même un sacré air de fin d'air du côté de Tennessee, non? Ça ressemble à une fin de cycle, c'est sûr et certain. Tannehill, il sauve son poste titulaire un petit peu semaine par semaine, hein, suivant ses performances. Derrick Henry, ça reste un très bon running back, mais il est clairement sur la descendante, sur le déclin, et c'est tout à fait normal parce que je crois, il va avoir 28 ans, je crois, Derrick Henry, je ne veux pas te dire Je de crois que c'est bêtises, ça, mais oui. il doit avoir 27 ou 28, donc on le sait, c'est l'âge du déclin des running backs. Fin de cycle, fin de coach, c'est fort possible. Moi, après, Mike Vrabel, très honnêtement, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien le personnage et il a toujours coaché une équipe de Tennessee qui était physique, qui était brutale, qui punissait ses adversaires sur les contacts. Le problème, c'est que depuis leur sale baisse de régime la saison dernière, ben, on n'a plus ça. On a une équipe qui perd des ballons, qui se fait pénaliser, des appels de jeu discutables. Euh, Bon, il y a déjà cette fin de cycle a déjà été entamée avec un changement de general manager et d'offensive coordinator après la saison 2022. Et puis, il faut pas oublier que historiquement, en 2018, Mike Mularkey, il est viré de son poste de head coach après une saison à 9-7 et je crois un tour de wildcard où ils battent Kansas City, si ma mémoire est bonne. Donc, même s'il nous sortait une saison positive, c'est même pas sûr qu'il sauve sa tête. Après, il a encore un peu de temps dans la saison pour redresser la barre, mais oui, ça sent la fin de règne, ça sent la fin de cycle pour ce club. En plus c'est dans une AFC Sud qui est relativement ouverte, mais ouverte pas dans le sens facile, parce que c'est vrai que on s'attendait pas forcément. La semaine prochaine, on parlera des surprises et notamment des bonnes surprises de ce début de saison. On s'attendait pas forcément à voir les Colts à ce niveau-là. On s'attendait pas forcément à voir les Texans à ce niveau-là non plus. Ça va être une division qui risque d'être vraiment accrochée. Et par exemple, la défaite de la semaine dernière des Titans contre les Colts, c'est vraiment pas une bonne nouvelle parce Alors, que les défaites intra-division, ça risque de compter quand même. ça risque de compter et c'est vraiment pas ce qu'il leur fallait à ce moment-là. Houston, on se rend compte qu'ils sont. Alors, ça se traduit pas encore tout à fait en termes de nombre de victoires, mais ils sont très compétitifs avec CJ Stroud qui est sans doute la nouvelle star, hein, comme on disait sur M6 à une époque. On les attendait en tout cas certainement pas à ce niveau-là, comme tu le disais. Et
remonter la pente c'est pas impossible pour eux, ce n'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et j'ai bien sûr pas parlé des Jaguars de Jacksonville, mais qui faisaient déjà office plus de favoris dans cette AFC Sud avant le début de la saison. 5e coach et le 3e de ce fameux tiercé avec Mike Vrabel et Brandon Staley, c'est Ron Rivera. Alors lui, c'est peut-être un peu moins surprenant, Arthur, parce que déjà l'an dernier, Ron Rivera, il était passé tout près de la correctionnelle, il était même pressenti pour être renvoyé en cours de saison, et il avait un peu comme Matt Eberflus sauvé sa tête sur un Thursday Night Football, d'ailleurs calamiteux si je me souviens bien, c'était une victoire vraiment arrachée du bout du cheveu. Est-ce que Ron Rivera vit ses dernières heures avec Washington? En parlant de Thursday Night Football, celui de la semaine dernière va pas l'aider. Parce que justement, les Washington Commanders étaient censés être favoris face aux Bears, mais ils se sont pris une grosse claque. Mais Ron Rivera, cette saison, elle va être très compliquée pour lui parce que, comme tu l'as dit, il était déjà sur la sellette et il l'est encore. Je vais peut-être être très dur pour, entre guillemets, ses critères pour rester. Mais je pense que si Washington ne va pas en playoff, ils vont changer. Parce que ça peut paraître haut comme ça, mais Samuel progresse. Comment? Ça va être compliqué pour eux d'aller en playoff. Oui, c'est pour ça que... Les gars, Washington et playoff dans la même phrase, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Moi, c'est pas moi qui ai dit, moi j'ai dit que ça allait être compliqué. Me mets pas là-dedans, j'ai rien fait moi. C'est mort. Enlève-moi tout de suite de cette affaire. Non, donc il va falloir voir quand même comment ils vont progresser avec Samuel, parce que Samuel, c'est un quarterback qui, je trouve, est intéressant. Il progresse match après match. On peut le voir sur les stats personnelles qui progressent de plus en plus, mais je pense que ce qui va être quand même très, très important pour Ron Rivera, ça va être les prochains matchs, notamment les 3 prochains. Ils vont jouer les Falcons ce week-end. Après, ils vont jouer les Giants, puis ils vont affronter les Eagles s'ils ont failli battre. Pardon. Oui, parce que c'est vrai que les Commanders sont capables de bonnes choses. On l'a vu contre les Eagles, ils ont été accrocheurs, poussés jusqu'en prolongation. Ils avaient même la première possession de la prolongation, donc il y avait un avantage pour remporter cette rencontre. Le bilan de Ron Rivera chez les Redskins, j'allais dire, pardon, chez les Commanders, c'est 24 victoires et 30 défaites depuis qu'il est arrivé, un match nul en 55 matchs, ce qui fait un taux de victoire de 44,5%. On va parler clairement, Seb, il y a eu cette année le recrutement d'Eric Bieniemy comme coordinateur offensif. Est-ce que c'est pas déjà le passage de témoin? Est-ce que déjà la sortie de Ron Rivera est pas déjà prévue? C'est ce qui se dit, c'est ce qui se murmure. Moi, je pense que ce qui a sauvé sa tête en début de saison, ça a été le changement de propriétaire de la franchise, la prise en main des Commanders par le Harris Group. Ça a été la storyline de l'été pour le club. Et du coup, peut-être que le remplacement du coach s'est passé ça paraît paradoxal à dire, mais peut-être que c'est passé au second plan par rapport à l'intégralité du chantier de la pétaudière quand même qui est ce club depuis les années Snyder. Ils ont beaucoup de choses à mettre en ordre dans leur front office, dans l'image du club également qui a été particulièrement égratigné. Donc peut-être que Riverboat Run, il a sauvé sa tête sur ce coup-là. Après, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui avait quand même une aura. Hein. Il a connu une finale, il a été 2 fois coach de l'année, mais ça fait 5 saisons, y compris la fin de son règne à Carolina, où il n'a pas eu une saison victorieuse et il n'a pas eu de victoire en playoff depuis 2015. Et 2015, c'est l'année où Cam Newton est MVP. Donc ça veut dire que s'il n'a pas un MVP comme quarterback, ça marche plus. Donc effectivement, Eric Bieniemy, c'est celui qui apparaît comme l'homme fort du coaching staff, parce que parlons un petit peu chiffres, hein, une fois de plus, si on doit faire une comparaison, l'attaque en termes de points marqués, elle est 17e de la ligue. Bon,
c'est du milieu de tableau, c'est du ventre mou, mais la défense, en points encaissés, elle est 31e. Elle est 31e, et le coordinateur défensif, c'est Jack Del Rio, et Jack Del Rio, c'est le BFF de Ron Rivera. Hein. Il a toute sa confiance, mais pour le moment, ouf, le résultat, il fait peur. Hein. Ils ont encaissé 160 points. 160 points, ça fait 32 par match. C'est pas mal. C'est voilà, c'est pas mal. Après, du coup, donc t'as une attaque qui en marque un petit peu plus de 21, quasiment 22. C'est quand même juste, et c'est là qu'on mesure que les victoires, elles sont quand même arrachées de très haute lutte. Mais ce sera pas suffisant. Le côté sportif va être le prochain chantier de cette franchise. On parle même d'un changement de nom, etc. Bon, ça c'est autre chose, mais il a fallu mettre de l'ordre dans les affaires internes du club. Maintenant, il va falloir passer au côté sportif, il va falloir que cette équipe se mette à gagner. Et Bieniemy, ce serait la transition idéale, puisque c'est lui qui a coaché donc Sam Howell dans ses débuts. Sam Howell, oui, comme disait Arthur, il y a un profil intéressant. Je vois pas le nouveau Joe Montana en lui, mais il y a quelque chose. C'est irrégulier, mais il y a quand même quelque chose à en faire. Il est jeune, hein, il a 23 ans. Ça serait une transition naturelle. Ça serait une transition naturelle pour moi. Après, il est évident que oui, Rivera et puis certainement Jack Del Rio, ça dégagera. Si je suis optimiste, je vais dire en fin de saison, mais peut-être plus tôt. Ouais. Ah, tu le vois carrément changer là en cours de saison. Ouais. Je le vois. Disons que c'est une hypothèse. Je vais pas dire que je le vois, mais c'est une hypothèse que je garde à l'esprit. Mais ce serait après, je me dis que ce serait pas l'idéal si Bieniemy devait faire la transition comme ça en pleine saison et en plein marasme. Le plus sage, ce serait de manger son pain noir jusqu'au bout avec Rivera, de le faire partir ou de le laisser partir plus exactement, parce que faire partir c'est pas très pas très cool, mais de le laisser partir et que Bieniemy soit nommé à sa place, ça serait la transition naturelle. Parce qu'en plus, ce serait le premier poste de head coach d'Eric Bieniemy, donc bon, le faire commencer effectivement en plein milieu de saison, alors que la saison est quasiment déjà enterrée, parce que bon, encore une fois, les playoffs pour les Commanders, si ça en reste dans cet état-là, entre les Eagles et les Cowboys déjà dans leur division, ça me semble quand même compliqué. Faudrait aller chercher faudrait aller chercher un bilan positif pour aller chercher Noël Card. Franchement, ça va pas être simple, on va dire. C'est pas fichu. Non, moi, ça me semble trop compliqué. Oui, justement, c'est trop compliqué, donc c'est pour ça que ça va mal finir. Voilà. Ça va finir comme, à mon avis, c'est prévu depuis au moins 1 an et demi. C'est-à-dire que ils ont voulu aller chercher Bieniemy chez les Chiefs pour le préparer. Et à mon avis, alors il y a des joueurs qui se plaignent hein, du coaching de Bieniemy. On a vu ça notamment dans l'intersaison. Enfin, qui se plaignent, qui disent que la charge de travail est très très intense et que voilà, et ils sont au bord des blessures parfois à l'entraînement tellement c'est intense. Si tel est le cas, il apprendra. Mais Bieniemy, c'est un gros travailleur, en tant que coach, c'était un gros travailleur en tant que joueur. C'est pas étonnant. Et enfin, moi, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un qui a été coaché par lui à l'université et qui nous avait dit que ces entraînements, effectivement, c'était pas de la petite bière parce que le bonhomme lui-même, c'est pas de la petite bière, c'est un dur à cuire, c'est un vrai, quoi. C'est un dur au mal. Les amis, on va parler de vos choix, ceux qui ne sont pas dans ces 5 favoris pour être viré en premier. Mais qui sera le premier viré? On aurait pu faire un jeu comme ça. Qui sera le premier viré? Qui sait qui sera le premier viré? You're fired, comme disait Donald Trump. On va donc voir les gens que vous voulez voir virer, c'est ça? Non, je rigole. Les gens... Oh, tout de suite. Ceux que vous n'aimez pas. Après, pour certains, voilà. Ceux que vous n'aimez pas. Non, mais dites pas ça. Après, on a des fans d'équipe qui vont se plaindre parce qu'on a dit que leur coach, il saurait même pas manager un Carrefour Market et puis ça va encore se plaindre, quoi. Et alors, vous êtes tombé d'accord sur un coach, c'est celui des Raiders. Alors lui, c'est pareil, hein, ça date depuis l'an dernier. Déjà l'an dernier, on avait fait un podcast avec Yaya sur la possibilité de pas le voir partir et Yaya avait dit de toute façon ça ne se ferait pas parce que ça leur
coûterait trop cher et qu'ils n'avaient pas les moyens de le virer. Arthur, donc, Josh McDaniels te semble en danger. C'est pas nouveau. Josh McDaniels, bon, excusez-moi, il se fiche de notre poire. Il est dans une franchise. Attention, il sort le langage des rues, le langage. Oui. Ouh là là, ouais, c'est ouh là 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 là. Moi, Non, là, après, je je rigole vais plus. être plus vulgaire parce que sinon je reviendrai pas. C'est un sacré. Non, mais les Raiders, on sait pas où ils vont. Franchement, ils ont viré Derek Carr pour prendre Jimmy Garoppolo. Je sais pas si c'était vraiment un choix judicieux. Encore une fois, c'est pas un choix qui me dérange. C'est pas un choix qui me dérange. Oui, non, c'est ok, mais le problème, c'est que autant reconstruire, je veux dire. Je retire rien à Jimmy Garoppolo, c'est un bon quarterback, mais la franchise, on ne sait pas où elle va. C'est un mystère. Dans quelle direction ils se dirigent, on ne sait pas. Encore les Bears, par exemple, on peut savoir où ils se dirigent, mais eux, non. C'est un truc à ajouter sur notre ami Josh. Alors, le comportement erratique de la franchise des Raiders, j'ai presque envie de dire que c'est une tradition locale, hein, donc c'est même pas ça qui me. Mais effectivement, Josh McDaniels, déjà dans les polls, les sondages, on va dire, de début de saison, il était bien placé pour ceux qui allaient se faire virer. Faut quand même se rappeler qu'il y a 2 saisons, les Raiders, ils faisaient les playoffs, quoi. Et dès sa première saison, McDaniels gagne à peine 6 matchs. Je pense que le summum, pour moi, du point où ce type plane, c'est qu'en pré-saison, du premier match de pré-saison, ils éclatent les 49ers et ils déclarent à la presse, «Beh, ouais, on a gagné parce qu'on sait ce que c'est une mentalité de vainqueur». Le problème, c'est qu'il n'a pas compris que gagner en août, c'est pas la même chose que gagner en octobre en NFL Et encore moins on gagner voit en février. et encore moins de gagner en février. Voilà, là c'est carrément, carrément impensable. Donc effectivement, ils perdent de Derek Carr pour faire venir Garoppolo. Ils perdent Darren Waller en tight end et ce même Josh McDaniels, il nous dit: «Non, mais c'est parce que j'ai une vision pour mon attaque». C'est une réussite, l'attaque, elle est 29e de la ligue et Garoppolo, il a 7 interceptions et Las Vegas, c'est le plus petit nombre de points marqués en deuxième mi-temps de la ligue cette année et quand tu as tes 2 stars, quand tu as Josh Jacobs et Davante Adams qui, publiquement disent qu'ils sont frustrés de la façon dont les choses se passent, que tu as Marcus Peters, un de tes corners sur les réseaux, qui like un post qui appelle à virer McDaniels, c'est que tu dis le groupe vit bien, en fait. En fait, il a bien. une vision pour l'attaque. Le problème, c'est qu'il a oublié de passer chez Optique 2000 et que, du coup, la vision est un peu troublée. Tu vois, Ce type est 10-23 dans sa carrière en tant que head coach sur les 3 dernières saisons. On parlait de fraude tout à l'heure, on parlait d'escroquerie. Ça aussi, c'en est une belle. Ah oui. Et allez, je crois que leur bye week, c'est en week 13. Je serais pas étonné qu'ils se fassent virer à ce moment-là. allez, De toute façon, c'est déjà la pétaudière, ça peut pas être pire. Je suis désolé pour le type qui prendra le job à ce moment-là, mais voilà, si c'est en week 13, ce sera sûrement un des 2 coordinateurs qui va faire les 4 semaines qui restent. Bon. Il va faire l'intérim pour les 4 semaines qui restent, et puis après ils iront chercher quelqu'un. Ou pas, ils en sont. C'est les Raiders. Ouais. Ils en sont capables aussi. Ils sont parfaitement capables de rester avec le coordinateur offensif ou défensif qui aura fait l'intérim parce que. Ouais, mais sur les 4 derniers matchs, il était pas mal. Ouais, sur les 4 derniers matchs, il était bien. Sur les 4 derniers matchs, il y en a un, il a failli gagner. Donc on va le garder. Lui aussi, il a la mentalité de winner. Quoi. C'est ça. Cette franchise me désole, quoi. En attendant, on parlait d'escroquerie. Enfin, Seb, t'as parlé d'escroquerie. Il escroque quand même 10 millions de dollars par an. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est ça, c'est qu'il coûte cher. Hein. Ah, mais c'est ça les escrocs de talent. C'est ça les escrocs de talent. Ouais, cher ami, autant le faire pour quelque chose. S'il était au SMIC, bon, ce serait moins intéressant comme escroquerie. Arthur, toi, t'avais qui comme deuxième nom? Alors moi, j'avais Frank Reich. Du coup, je vais m'expliquer. Ce Frank Reich, du coup, il arrive aux Panthers et tout, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va. C'est actuellement l'équipe qui n'a toujours pas de victoire, la seule dans la ligue. Donc 5 défaites. Ils avaient réussi à avoir le premier choix de draft avec un trade avec Chicago la saison dernière. Donc du coup, ils ont choisi Bryce Young, mais les débuts, ils sont beaucoup trop compliqués.
quand on voit les débuts des autres quarterbacks sélectionnés au tout début de la draft, donc CJ Stroud et Anthony Richardson, ça fait presque de la peine. Parce qu'en plus, il n'a pas une si mauvaise équipe autour de lui. Il a quand même quelques receveurs, il a un bon tight end, mais il n'y a rien qui va. Donc, sachant que Frank Reich a déjà pris la porte récemment, c'était avec les Colts, c'est ça? Je me trompe Oui, pas? c'était avec les Colts l'an dernier. Ouais. C'est ça. C'était d'ailleurs un très beau choix d'avoir mis Jeff Saturday à la place. Ouais, moi je pense qu'il s'est fait un peu saquer. Enfin, c'était pas le seul problème de cette équipe des Non, ça, je Colts, pense pas. Non, ça... honnêtement, Frank Je pense Reich. que c'était même pas le principal problème des Colts. Hein. Ouais. Et bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, Seb. Tu peux donner ton avis, mais je vois pas forcément Frank Reich se faire virer tout de suite, déjà parce que. Non, justement, c'est pour ça, pas tout de suite, parce que David Tepper, donc le propriétaire de la franchise, il a dit oui, c'est pas dans les plans pour le moment, mais si la misère continue, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher ailleurs. Moi, déjà, à mon avis, les Panthers, ils vont tenter un coup avant la trade deadline. Ils vont essayer d'aller chercher, de renforcer un peu, notamment le corps de receveur, parce que on avait parlé d'Adam Thielen la dernière fois, mais c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il est un peu Il est très seul. Un peu seul, hein, le pauvre Adam. Donc je pense qu'ils vont essayer de chercher ça. Bon, les Panthers ils se sont affaissés la semaine dernière contre les Lions en défense, mais jusque-là défensivement, ça tenait à peu près pas trop mal la route avec Ejiro Evero comme coordinateur défensif. Voilà, il y a moi je trouve qu'il y a une vraie construction. Alors ça marchera pas cette année, ça marchera peut-être même pas l'an prochain parce que comme on l'a dit, pour l'instant ils n'ont pas de premier tour de draft l'an prochain. Mais je pense que c'est une équipe. Enfin, je pense que Tepper a choisi Frank Reich pour justement faire une reconstruction un peu plus à long terme. Il faudra voir si ça marche. Si ça marche, oui. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Flav. En plus, une fois de plus, voilà, Frank Reich, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai dans ma longue carrière de fan de football que j'ai vu en tant que joueur également. C'est une équipe qui est vraiment en reconstruction, Carolina. Et pour de vrai, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais oui, nouveau quarterback, nouveau coach, forcément, tout ne peut pas aller tout seul. Hem, il leur faut un autre playmaker pour aider Adam Thielen, c'est évident, parce que ne serait-ce sur les réceptions, là, je regarde, Thielen, il est à 394 yards de réception. Le deuxième meilleur receveur parmi les receveurs, hein, j'entends bien, c'est Terrace Marshall Jr., c'est 114 yards, quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il il est bien seul. Le jeu au sol, ouais, c'est pas super brillant. Miles Sanders, c'est 190 yards. Chuba Hubbard, c'est 150 yards. Allez, on va dire qu'il y a un comité, il y a un comité de running back qui est à un peu plus de 300 yards en 5 matchs. C'est quand même pas foufou. Il faut le laisser faire ça. Il faut les laisser faire leur première draft. Il faut les laisser faire leur première draft parce qu'il a hérité un petit peu d'une situation, Frank Reich. Je suis persuadé qu'il essaie de faire le mieux avec ce qu'il a. Bryce Young, il commence déjà à être un petit peu contesté. On entend dire, est-ce qu'il faudrait pas le bencher pour remettre Andy Dalton, etc. Mais tu construis plus une franchise autour C'est d'Andy pas Dalton. comme ça qu'il va progresser d'ailleurs. En plus, déjà, s'il a été sélectionné en premier, c'est qu'il a quand même un certain potentiel. Donc si le bench, ça ne sert à rien. Je pense qu'il aurait fallu le faire dans l'autre sens dans ce cas-là, c'est-à-dire commencer avec Andy Dalton et le temps qu'il progresse et faire passer Bryce Young, parce que là, tu mets Bryce Young pour derrière mettre Andy Dalton, ça te flingue la confiance. C'est un désaveu. Sachant qu'en plus, ils ont tout sacrifié pour Bryce Young, parce que, comme vous l'aviez dit, la saison prochaine, ils n'ont pas de premier tour de draft. Et ils ont sacrifié DJ Moore, qui aurait pu être un playmaker. Ouais, qui aurait pu être un playmaker, qui aurait beaucoup aidé. Plutôt pas mal, donc oui. Là, ils sacrifient tout autour de Bryce Young, donc oui, non, c'est pas le moment de le bench. Après, c'est vrai que
C'est vrai que se dire faire débuter Andy Dalton, laisser le temps à Bryce Young d'apprendre, même si Dalton tu le benches au bout de 4 matchs pour faire rentrer, c'est la solution sage. Mais on sait très bien comment ça se passe en NFL. Quand ils ont des nouveaux jouets, ils veulent absolument les essayer tout de suite, quitte à les casser au bout de 5 minutes. Bon, souhaitons que ce soit pas le cas. Est-ce qu'il faut le bencher ou pas? Je sais même pas je sais même pas si c'est une question qui doit faire débat. Moi, Frank Reich, j'attends de voir. J'attends de voir. Je serai pas aussi sévère qu'Arthur. Je sais même pas si Andy Dalton ferait mieux hein, dans le contexte actuel que Non, Bryce je Young, suis vu même comment pas ils sont sûr. entourés. Je suis pas absolument certain parce que c'est Non, pas je suis pas sûr, mais Bryce Young n'est pas une ce calamité sera non un autre plus. type. Hein. Faut exagérer. Non, disons, ce sera un autre type ce serait une déception différente Voilà, oui. pour les fans des Panthers. Voilà. Il a pas une protection de ligne supra efficace non plus, le pauvre Bryce Young. Hein. Non, c'est pas, On peut ouais, pas dire que c'est ce pas super soit, efficace. Je sais fantastique. pas combien de sacs il a pris. Je sais pas combien il a Il en évité. a pris. Oui, alors il a pris 12 sacs et Andy Dalton 3. Donc ça fait 15 sacs, ça fait 3 par match. C'est quand même pas rien. Alors je crois que j'ai pas le nombre, je vois pas le nombre de hits ou de pressure. Donc du coup, c'est pas forcément super parlant. Ouais, 3 sacs par match pour une ligne, ça commence à faire un petit peu quand même, hein. Voilà, donc bon. Et toi, ton deuxième bonhomme, mon cher Seb? Alors, Je moi sens que ça va vraiment plaire. Je sens que ça va plaire. Ça va plaire. Non, je vais être, je pense, moins saignant que tu ne pourrais le redouter. Je suis quand même très intrigué par la médiocrité des Giants. Désolé, désolé patron, désolé Yaya, Désolé Bertrand. désolé Bertrand, hein. Voilà, vous savez que c'est absolument pas un tacle, au niveau des chevilles avec les crampons en avant, hein, c'est pas mon genre. Mais, c'est vrai que l'équipe est tellement médiocre alors qu'ils sont gérés par quelqu'un qui quand même a été mince, la saison dernière, il était coach of the year. Oui. Souvenez-vous, tout le monde a l'air de l'avoir oublié, mais il était coach of the year la saison dernière, Brian Daboll, et cette année, c'est un bouillon spectaculaire. Alors certes, le calendrier n'est pas le même. Ça, je veux bien l'entendre, mais pendant l'intersaison, on nous a tellement dit que si les Giants avaient arraché les playoffs, c'était grâce au coaching de Brian Daboll. Mais enfin, il a oublié à Punta Cana pendant ses vacances, là, son coaching, c'est pas possible. Daniel Jones qui semble régresser après avoir semblé progresser justement la saison passée, sous Daboll. Il est obligé de lutter et d'encaisser sac sur sac derrière une offensive line qui n'a d'offensive line que le nom. Il a Mais, de line je pense d'ailleurs que que non. que le nom. Mais je pense que Daboll, il n'est pas le seul à avoir le blâme. Le general manager, Joe Shane, il mérite également parce qu'il n'y a pas eu de recrutement de qualité d'offensive line ou même de receveur pour aider Mais ils ont Jones. misé sur Et puis, Waller. il est Hein. aussi ouais, oui, le problème, c'est que voilà, notre pauvre DJ, il a même pas le temps. Je sais pas si tu as regardé un petit peu les matchs Oh des oui. Giants, il n'a pas fait son deuxième pas de recul, il a déjà un type sur le dos. C'est pas tenable. Et puis, bon, on va aussi parler d'un truc qui dérange tout le monde, c'est qu'il est responsable de l'extension de contrat massive qu'ils ont offert à Daniel Jones, parce que là, il va leur coûter 40 millions par saison. Certes, il n'est pas aidé, mais le retour sur investissement, là, il risque même de se faire attendre. Et ça rappelle un petit peu la même configuration que Bob McAdoo pour les Giants, toujours en 2017. Il fait une première bonne saison, il se plante lors de la deuxième, et il se fait virer. Et les playoffs de la saison dernière, maintenant, ben, c'est un lointain souvenir qui, j'en ai peur, ne suffiront pas à le sauver, à moins qu'il y ait d'énormes progrès lors des semaines à venir. Mais enfin, je suis désolé de le dire, mais moi, je ne vois pas comment ces progrès pourraient arriver. En parlant tu parlais du coach de l'année. Il y avait un coach aussi l'an dernier qui était dans la discussion et qui est en difficulté cette année, c'est Kevin O'Connell du côté des Mhm. Vikings. Ils sont à 1-4, c'est ça, j'ai pas de bêtises, oui, 1-4. Non, c'est bien ça. C'est Ouais. bien ça. Ils viennent de perdre Justin Jefferson pour au moins 4 semaines. Mhm. Lui aussi, hein, son poste, il pourrait commencer à être en danger si ça s'améliore pas assez rapidement. Oui, Et, moi j'hésite ouais. à le mettre dans la liste, mais c'est sûr que Minnesota, c'est compliqué. On l'a dit, redit et redit. Ils subissent les conséquences, entre guillemets, de l'année dernière où ils avaient un bilan 13-4, si je me souviens bien,
qui n'était pas du tout, ça reflétait pas du tout leur performance sur le terrain, pardon, avec un nombre, je sais plus, c'était quand même un certain nombre de matchs remportés par moins d'une possession. Je crois ils étaient à 13-0 ou 14-0, je sais plus, en match. Alors, si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je recherche ce que j'avais sorti quand on avait fait la preview de la NFC Nord. Je crois qu'ils gagnent 11 de leurs 13 matchs par moins d'une possession. Ouais. Et que sur leurs 4 défaites, il y en a au moins 2, peut-être moins 3, qui sont très très larges. Oui, c'est ça. Et ils ont quasiment gagné tous leurs matchs. C'est peut-être 11-0 qui sont par moins d'une possession. Ils ont quasiment tout gagné. Ils sont la seule équipe de l'histoire à avoir un bilan à 12 victoires ou plus et un différentiel de points négatif la saison dernière. Ils finissent avec un différentiel à moins 3 points. Mais encore une fois, on en a déjà parlé, mais je pense que en fait le problème c'est que je sais pas si on met ça sur le dos du karma ou ce que vous voulez, mais ils ont utilisé leur chance l'an dernier en fait. Et c'était pas une mauvaise équipe l'an dernier, mais c'était une équipe qui valait peut-être un bilan équilibré, un 9-8, quelque chose comme ça. Et ça, ou un 10 ou un 17. Voilà, ou un 17, ça les a poussés à 13-4. Ouais. Et cette année, c'est encore une équipe qui vaut grosso modo un bilan équilibré, sauf qu'ils vont probablement se retrouver à peut-être, peut-être pas le bilan inverse par rapport à l'an dernier, mais peut-être un 5-12, un 6-11, quelque chose comme ça, tu vois. Et en plus, leurs 4 défaites et leurs victoires, c'est même chose, c'est par moins d'une possession. Parce que contre les Chiefs, encore contre les Chiefs dimanche dernier, ça passe pas à grand chose. Hein. À la mi-temps, ils sont à 13-13. Ça passe pas loin. Hein. Ils sont pas ridicules. Hein. Mais non, c'est pas comme s'ils se faisaient décapsuler tous les week-ends, parce que tu regardes l'attaque en termes de nombre de yards gagnés, elle est 9e, c'est honorable. La défense, bon, 19e, on va dire que c'est du moyen moins. Et puis tu regardes les stats de Kirk Cousins, je suis désolé, mais c'est plus que digne. 67% de complétion, 1498 yards, 13 touchdowns, 4 interceptions. N'importe où ailleurs, c'est une équipe qui serait 4-1. Ah, mais clairement. Avec des chiffres pareils. Non, mais il fait une très bonne saison en plus, hein, c'est ça le problème. En plus, là le gros problème, c'est que Justin Jefferson va être absent pour les 4 prochains matchs au minimum. Et ça va peser, ça va peser lourd dans la balance parce que c'est Justin Jefferson, c'est quand même l'un des meilleurs receveurs de la ligue. T'as 571 yards qui foutent le camp là. Ouais, en plus ils en ont besoin parce que dans 2 semaines c'est San Francisco qui joue. Bon, je m'attends pas à ce qu'il gagne non plus, mais moi ça me va s'il est pas là. En même temps, San Francisco, ils nous font l'inverse de d'habitude. D'habitude, c'est eux qui ont des blessés. Là, cette année, ils ont le chic pour arriver sur les équipes qui sont en train d'avoir des blessés. Là, ils vont avoir les Browns avec Deshaun Watson chez un certain. Après, ils ont les Vikings sans Justin Jefferson. Après, ils déroulent le calendrier selon les blessures. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça cette année. Ça se passe c'est vrai qu'après, derrière Justin Jefferson, en termes de réception, pareil, le deuxième, c'est TJ Hawkinson. c'est TJ Hawkinson. C'est TJ Hawkinson avec 254 yards, hein, donc c'est plus de 50% de moins. Et après Jordan Addison, 249. Voilà, ça se tient entre Hawkinson et Addison. Mais après, justement, ces 2 receveurs, c'est pas les. J'ai suivi vite fait leur match, mais c'est pas ceux qui arrivaient le plus. Et puis, c'est pas les plus targetés. Hein. C'est pas les plus targetés. Et le truc, Jefferson, 53 targets, 39 pour Hawkinson, 29 pour Addison. Donc, Et le truc, c'est qu'Addison ou Hawkinson pouvaient profiter aussi parfois des doubles couvertures sur Jefferson, qui là vont forcément ne pas être là, de fait. Et du coup, Addison sera beaucoup plus surveillé, Hawkinson aussi. KJ Osborne quand il sera là aussi. Enfin bref, ça va laisser, si l'attaque au sol des Vikings se dynamite pas un peu, ça va être compliqué. C'est pas terrible. Ça va être compliqué. C'est vraiment terrible les prochains matchs, ils sont quand même pas gagnés. Bon, certes, c'est Chicago la semaine prochaine, mais après, c'est les 49ers. Après, il y a les Packers qui se cherchent, mais qui peuvent quand même créer les troubles faits face à Minnesota. Puis après, c'est les Falcons. Et puis attends, j'ai pas les conditions climatiques, mais tu sais, contre les Bears, il suffit qu'il pleuve des trompes d'eau à Chicago, que ça se fasse en match vieille NFC Nord, tu vois, dans la boue et tout, et puis ça vire vite au bourbier, hein, cette affaire. C'est le dire. On répond aux 2 dernières questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. La première, je sais qu'elle va vous faire parler, les amis. C'est sur Sean Payton.
sur Sean Payton, coach des Broncos, on le rappelle, qui est arrivé pour la maudite somme de 18 millions par an, qui a coûté un premier tour de draft en 2023 aux Broncos, puisque Sean Payton était toujours sous contrat avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Sean Payton qui est à 1-4, qui a été battu par les Jets ce week-end, et notamment par le coordinateur offensif des Jets, Nathaniel Hackett, qui a pris sa petite revanche sur les phrases d'intersaison de Sean Payton. La question qui nous est posée, c'est Sean Payton va-t-il finir la saison, Seb? Oui. Alors là, j'achète sans détour pour une simple et bonne raison, c'est que il leur a coûté beaucoup trop cher dans tous les sens du terme, hein, que ce soit en tour de draft ou en espèces sonnantes et trébuchantes, pour qu'il le vire au bout d'une saison. Plus, il l'a dit, c'est la faute à Nathaniel Hackett, tout ça. C'est pas de la sienne, hein. Voilà, donc on va quand même le croire, cet homme-là, qui a l'air, qui est tellement honnête, hein, et tellement digne quand il prend un poste. Plus sérieusement, non, je serais très étonné qu'il se fasse virer à l'issue. Alors, en cours de saison, certainement pas. Et à l'issue de la saison, là, honnêtement, pour moi, ce serait la surprise de la fin de saison. Non, mais s'il se c'est faisait pas virer. possible. Même s'il finit 1-16, il restera en poste. Sachant que le contrat, il est sur 5 ans. Et ça va coûter très très cher à le casser, ce contrat. C'est plus un escroc, c'est un pillard. Pardon. Lui, il a volé la banque. Il a volé et les Saints avec. Non, mais là, il n'y a plus rien qui va. Les Saints, ils ont fourni les cagoules pour le braquage, tu vois. Non, mais parce qu'entre Sean Payton et Russell Wilson, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il y a quand même, de l'argent dépensé en l'air. Grosso modo, dans l'affaire des Saints, ils ont rien perdu, hein, parce qu'on rappelle que Sean Payton, pour ceux qui n'ont pas suivi, il était plus coach des Saints, hein. Il était encore sous contrat, mais il était à la télé, il était tout ça, mais il était plus du tout sur le banc des Saints. Et ils ont quand même récupéré un premier tour de draft, tu vois, pour un mec qui a un 4 et qu'au final n'était même pas sur leur banc. C'est quand même, je te dis, ils ont fourni la manutention pour le braquage, quoi. Le pire, c'est que la victoire, c'est contre Chicago. C'est pas franchement révélateur. Oui. Et puis, quelle victoire, parce que c'est pas passé loin d'une catastrophe, hein. Faut quand même rappeler qu'ils étaient menés de 24 Chicago points. a fait une Broncos pour gagner. C'est ça. C'est-à-dire faire un bon début de match pour après rien faire. Ils étaient menés quand même de 24 points. Autre question qui nous a été posée, on vous en remercie et on va faire ça toutes les semaines, hein, de prendre vos questions aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on aime bien vous faire participer. La question est sur non pas sur un head coach mais sur un coordinateur, Matt Canada, qui est donc le coordinateur offensif des Steelers de Pittsburgh. Alors, hier, il y a eu une scène absolument incroyable, puisque dans le premier match de la saison de NHL, de hockey sur glace entre les Penguins et les Blackhawks, la glace de Pittsburgh s'est mise à chanter, les spectateurs sont mis à reprendre le Fire Canada qui est chanté régulièrement dans le stade de football. Ils se sont mis à chanter aussi, il fallait virer Canada, même dans le match de hockey sur glace. Ça commence à faire beaucoup pour ce pauvre match Canada, Seb. Ouais, en même temps, ils cherchent, hein. Une attaque classée 30e, anémique. Je vais reprendre ce que j'ai dit au sujet de leur victoire. Alors, c'est tellement paradoxal de dire ça parce que là, tu regardes le classement, ils sont en tête de leur poule. Mais la victoire contre Baltimore dimanche dernier, les types, ils ont quasiment, ils ont gagné un concours de circonstances, hein, comme dirait Coluche. C'est un coup, c'est un hold-up, c'est un très beau hold-up, soit dit au passage, hein, mais c'est les équipes spéciales et la défense qui emportent le truc, et Kenny Pickett qui se réveille à un moment et qui trouve George Pickens sur une très belle passe et sur un drive très court. Il y a plein de choses qui vont pas, donc oui, forcément, le fusible, ça va être le coordinateur offensif, mais on peut parler aussi de Kenny Pickett qui ne progresse pas, qui est... Non, je dirais pas qu'il est mal entouré quand même. Il y a du monde autour de lui, hein. Il a George Pickens, il a Allen Robinson, on a Jerry Harris. C'est pas terrible cette année.
moi, ça me semblerait ça semblerait dans la logique de la NFL que là, ce soit le coordinateur offensif qui saute parce que l'attaque est réellement anémique. Ça drive pas, ça reste pas sur le terrain. Et quand une attaque reste pas sur le terrain, ta défense, même si elle est bonne, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même de Pittsburgh, tu la mets encore plus en difficulté. Donc, est-ce qu'il faut le faire maintenant? Alors, une fois de plus, pour mettre qui à la place, Ouais. c'est toujours le même Pas souci. Matt Eberflus Est-ce qui que aurait tu été viré des Bears. Matt Eberflus en coordinateur offensif, là, voilà, non, on va éviter de faire des mélanges, hein, comme ça, c'est pas bon pour le foie. Non, est-ce que tu promeus Mike Sullivan, le coach et quarterback, en offensive coordinateur? C'est quand même acrobatique, mais il est sûr que j'ai bien envie de dire, il a le temps de redresser la barre, mais c'est tellement bas, 79 points marqués en 5 matchs. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est sûr. Et 110 points encaissés, donc ça peut pas. C'est étonnant avec un différentiel pareil qu'ils soient 3-2 et qu'ils soient en tête de leur poule. C'est fou. Ouais. En même temps, c'est là aussi une division qui va être particulièrement accrochée. Alors, on en est habitué hein, avec la FC Nord, c'est souvent des combats à la vie et à la mort, mais ils vont se bouffer entre eux. Oui, ils vont se manger entre eux. Ça, je pense qu'il y aura qu'un seul qualifié dans cette. Ce sera que le champion de division, ce qui va rendre les matchs, notamment des dernières semaines où il y a beaucoup de rencontres de division, particulièrement âpres sur le terrain. Ça va être assez sympa à suivre. Les amis, comme à chaque fin de podcast du mercredi que vous retrouvez à partir du jeudi, on va donner le programme de cette 6e semaine de compétition NFL. Ça commence avec le Thursday Night Football entre les Chiefs et les Broncos de Denver. On parlait de Sean Payton, à l'instant. Il sera sur le terrain des Chiefs à Arrowhead avec un Travis Kelce qui est toujours questionable, qui n'est pas sûr d'être là pour cette rencontre de jeudi soir. On aura ensuite un match à Londres, le 3e match à Londres. Ce sera du côté du stade de Tottenham avec la rencontre entre les Titans et les Ravens. C'est à 15h30 et ce sera à suivre sur les antennes de beIN Sport. Falcons Commanders, ce sera dimanche à 19h. On aura aussi Bears contre les Vikings dans un duel de NFC Nord. Les Bengals qui recevront les Seahawks de Seattle, les Browns de Cleveland qui recevront les 49ers de San Francisco, et ça, mon cher Seb, ce sera à suivre sur 6play en intégralité. Les Texans de Houston qui accueilleront les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Jaguars qui accueilleront les Colts, duel d'AFC Sud, et enfin, pour les matchs de 19h, les Dolphins qui vont recevoir les Panthers de Carolina dans un duel qui paraît relativement déséquilibré sur le papier. À 22h, les Raiders seront opposés aux Patriots, les Buccaneers recevront les Lions, les Rams recevront les Cardinals, les Jets recevront les Eagles de Philadelphie. Le Sunday Night Football sera entre les Bills et les Giants de New York. Là aussi, ça paraît sur le papier assez déséquilibré. Et enfin, le Monday Night Football verra les Los Angeles Chargers recevoir les Cowboys de Dallas. Voilà pour le programme complet de cette 6e semaine. Je vous rappelle que à partir de 17h30 dimanche, vous retrouvez Yaya, Seb, Bertrand pour vous parler de tous les matchs de la Red Zone, pour tout analyser avant, bien évidemment, l'ensemble des matchs dès 19h. Merci Seb, merci Arthur pour votre expertise. On se retrouve très vite sur les antennes de TFA. Bonne fin de semaine à tous. Salut. Ciao, bye. Salut à tous.